Sociothérapie, le podcast qui vous permet de discerner et non de vous distraire. Pour ce premier épisode, je voulais aborder avec vous les raisons qui m'ont amené à me lancer dans cette aventure, car je pense que cela peut en aider plus d'un de comprendre, étape par étape, le cheminement qui amène une personne à s'affranchir des conditionnements, des peurs, des croyances limitantes, pour enfin s'aligner à ses aspirations d'âme profondes. Parce que c'est effectivement le cas pour moi. Prendre la parole aujourd'hui n'est pas anodin du tout. J'ai toujours aspiré à parler. Je me revois encore, dans ma jeunesse, saisir une brosse en guise de micro et m'imaginer débiter un discours devant l'ONU ou me rêver en tant que présentatrice JT. J'ai toujours associé la parole à la vérité. Il ne s'agit pas pour moi de prendre la parole pour prendre la parole, mais d'utiliser cette dernière afin de dire des vérités, de déconstruire le faux, de défendre, de mettre en lumière. Et c'est donc tout naturellement que je me suis orientée dans ma jeunesse vers des activités et études dans le domaine du journalisme et de la sociologie. Mais pour autant, cette initiative n'a pas du tout été évidente. Je ne suis ni en contexte scolaire, ni dans celui d'un travail. Cette initiative qui implique tout mon être et ma vulnérabilité m'a confrontée à des peurs profondes. Mon intime conviction est que, au devant de nos aspirations d'âme, se dresse, tel un mur, nos croyances limitantes, nos identifications sclérosantes, nos peurs les plus archaïques. Il s'agit là d'une véritable initiation divine, auquel, je pense personnellement, chacun de nous sera confronté un jour ou l'autre. Cette invitation, car cela reste un choix, on garde notre libre arbitre, nous confronte à un dilemme. Allons-nous choisir l'appel de notre âme et pour cela mener cette traversée du désert ou des enfers en nous confrontant à nos peurs les plus profondes, ou allons-nous nous résigner dans un rôle que l'on s'est construit, mais qui n'est pas nous, et qui nous étouffe, nous enferme, nous éteint, et nous maintient dans un confort carcéral. Pour ma part, j'ai dû, dans un premier temps, dépasser ma blessure d'humiliation. Dès que je m'imaginais faire ce podcast, me revenaient, tel un écho, des phrases que j'ai entendues dans mon enfance. Des phrases d'humiliation qui m'ont du coup façonnée et qui m'ont limitée. Du genre tais-toi, tu dis n'importe, t'es bête. Voilà, on a tous des blessures, je ne suis pas du tout en train de faire ma victime. Je témoigne pour éclaircir mon propos. Et ces phrases-là ont souvent dirigé ma vie. Très souvent même. C'est-à-dire que je me suis identifiée à ces phrases, je me suis limitée aux injonctions qu'elles renvoyaient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de dépasser tout ça. J'ai dû également déconstruire ma blessure du rejet. Vous savez, la blessure du rejet, il y en a beaucoup qui l'ont. C'est d'avoir peur d'être soi, parce qu'on s'imagine qu'en étant nous-mêmes, on sera immanquablement rejeté par les autres. Donc souvent, on se suradapte. On se suradapte aux autres. Et par là même, à la fin, on s'éteint. Et j'ai longtemps procédé de cette manière, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je me rejetais moi-même. Et c'est là où se présente ce choix dont je vous parlais tout à l'heure. Ce choix, il est là, et il est simple et cornélien. Est-ce que je vais me choisir moi, ou je vais choisir les autres? Et au final, on n'a qu'une âme, qu'une vie, donc j'ai choisi. Je me suis choisie. Il y a eu aussi à traverser, à dépasser cette croyance limitante qui était d'associer la prise de parole à de l'ostentation. J'étais engluée dans le syndrome de l'imposteur. Je m'entendais dire « Mais je suis qui pour prendre la parole? Je vais être ridicule. Je suis pas assez compétente. » J'avais la conviction qu'il fallait être parfaite pour oser parler. Au final, j'avais intégré les codes sociaux qui sont de dire il y a la classe dominante qui possède le langage, l'autorité, le jargon de la parole légitime, on l'a bien vu avec le Covid, et les autres qui sont silencieux, ou plutôt pas légitimes pour s'exprimer,
Généralement, quand ils le font, ils sont ridiculisés. Cette représentation sociale limitante, je l'avais enregistrée jusque dans mon ADN. D'autant plus que je suis non seulement issue de la classe populaire, mais également issue de l'immigration. L'omerta, la culture du non-dit, du tabou, sont venus s'ajouter à ce sentiment d'illégitimité. Parler est un attribut donné aux riches, blancs, hommes, et j'ajouterai savants, scientifiques ou religieux. Ceux qui sortent de ce cadre et qui osent parler sont taxés quasi systématiquement d'être dans l'ostentation égotique, voire la provocation. Et si on les laisse parler, c'est juste pour servir de vitrine folklorique au monde industriel. Du coup, pour défaire cette tension entre mon envie de parler et ce sentiment d'illégitimité, je me suis appuyée sur les propos de Daoulia Salmi, que je remercie au passage et qui a bien analysé, selon moi, la fonction de la parole. Dans ses propos, elle cite le récit du prophète Moïse. Moïse était bègue, et pourtant c'est lui que Dieu a choisi d'envoyer parler devant les personnes les plus éloquentes de son époque, à savoir Pharaon et ses disciples. Et qu'est-ce qui l'a aidé ? Eh bien, c'est de savoir qu'il ne faisait que porter le message de Dieu. Il était derrière le message. Et quelque part, il y a ceux qui sont véritablement dans l'ostentation, et qui se mettent devant le message, qui se vantent. Et il y a ceux qui s'effacent face à leur inspiration d'âme, comme l'a fait Moïse. Bon, déjà, ça déstresse grave de se dire ça, mais surtout, ça rétablit la fonction de légitimité intrinsèque à chaque être humain, que le système veut nous ôter. Si Moïse avait suivi son syndrome de l'imposteur, il n'y aurait jamais été. Il n'aurait jamais libéré les enfants d'Israël. De son propre chef, du coup. Depuis son petit ego, il n'aurait jamais pu faire ça. Il n'aurait jamais pu se placer devant la mer et avoir cette foi et bénéficier de ces miracles. Je pars vraiment du principe que chacun de nous apporte quelque chose sur Terre. Chacun a des compétences, que ce soit la parole ou autre, et doit les apporter. Ce n'est pas seulement qu'il peut les apporter, c'est qu'il le doit. Et s'il ne le fait pas, il se risque à une vie pleine de gêne et se risque également à s'éteindre de plus en plus. Pour moi, ça reste une responsabilité. Venir s'aligner à ce sentiment profond de légitimité vient contrecarrer tout ce système social qui dit qu'il existe des castes et des classes sociales, qu'il y a les légitimes et les illégitimes, qu'il y a les gens qui peuvent s'exprimer parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont du bon genre, de la bonne race, entre guillemets. Eh bien, ça vient casser tout ça et ça vient rétablir l'humanité au centre. Vous savez, la parole a une dimension hautement symbolique. C'est le fait de donner au monde. La parole sort de la gorge. Elle sort de la grotte. C'est offrir au monde son être. Eh bien, c'est pareil pour tout, pour tous nos dons et nos capacités. Et le sentiment d'illégitimité vient créer le mouvement inverse. Il avorte, il censure, il nous bâillonne, nous étouffe, nous éteint. Il éteint des parties de nous, car elles ne sont pas, entre guillemets, légitimes ou reconnues ou à la mode ou parce qu'on n'appartient pas au bon groupe pour l'exprimer. Parce que dans notre caste, ce n'est pas bien, parce que les femmes n'ont pas droit de... etc., etc. Au final, avec toutes ces injonctions, on vient étouffer le cri de l'âme. La parole et nos dons sont des cris de l'âme. Donc casser ce sentiment d'illégitimité, c'est s'autoriser à être. Enfin, pour finir, j'ai dû dépasser une fausse croyance religieuse, un conditionnement culturel toxique, qui est de dire que la parole n'est pas un attribut féminin. Elle est l'attribut exclusif des hommes. Les femmes n'ont pas à prendre la parole, elles n'ont pas à élever leur voix. Leur voix doit se faire pudique, discrète. Cela, je l'ai toujours entendu, ressenti.
et ça a créé beaucoup de sentiments d'injustice en moi. Et donc, j'ai dû dépasser tout ça en déconstruisant les schémas qui étaient derrière cette croyance. Et c'est au bout de toute cette déconstruction, de ce dépassement, que je me suis autorisée à faire le choix. Et ce choix, dont je vous parle depuis le début du podcast, il sera proposé à chacun de nous une fois dans son existence. C'est souvent autour de la quarantaine, c'est ce que j'ai pu constater. On parle de la crise de la quarantaine, car c'est souvent à cet âge-là où l'on est censé avoir stabilisé sa vie, boulot, mariage, enfants, maison, que souvent, psychiquement, tout se chamboule. Tout se chamboule car l'ego craquelle sous le poids des masques qu'il impose. Burn-out, épuisement, dépression, nuit noire de l'âme. Certains iront jusqu'à faire des expériences de mort imminente. L'âme veut reprendre sa place et nous est offert par le divin une véritable initiation pour sortir de la grotte de Platon, pour cheminer vers la déconstruction de ce théâtre dans lequel on jouait si bien. On ne peut plus faire semblant, on veut juste être. Mais cela reste un choix. Est-ce qu'on va garder le masque social confortable qui nous a permis de survivre jusqu'alors? Ou allons-nous décider de vivre alignés à notre âme, coûte que coûte, et peu importe les conséquences, et peu importe d'être humilié de l'extérieur, rejeté de l'extérieur, je reprends les blessures d'âme de Lise Bourbeau, trahi de l'extérieur, abandonné de l'extérieur, ou subir de l'injustice de l'extérieur, peu nous importe, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on décide de ne plus s'abandonner soi-même, de ne plus ni se rejeter, ni se trahir, et de ne plus se faire subir injustice et humiliation. À l'intérieur de nous, on décide de s'aligner à son âme, et c'est à partir de là que se produit, en général, des petits miracles, des libérations, des sorties d'Égypte, j'ai envie de dire. Voilà pour mon témoignage. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que vous y trouverez écho et que ce soit le premier épisode d'une longue série, Inch'Allah. Aussi, pour éviter de n'être qu'un podcast à consommer et faire grossir le fléau de l'infobésité, et pour rendre cette écoute constructive, je vous propose un exercice. Je vous invite à méditer sur ce qui fait obstacle encore aujourd'hui à vos aspirations d'âme. Quelles sont les peurs, les croyances, les conditionnements qui viennent faire barrage à votre être profond? Je vous propose de les noter et de les déconstruire, c'est-à-dire d'essayer d'aller jusqu'à la racine de ces peurs, de ces croyances. Parce qu'au final, on a souvent fusionné avec tout ça, croyant que c'était nous, alors que ça ne l'est pas. Et cette déconstruction permet de créer un premier détachement et donc d'entrevoir son être profond, donc ses aspirations qui ne sont pas dominées par des peurs et des conditionnements. Voilà, je vous invite à faire ça et on se retrouve pour le prochain épisode. Comme nous sommes sur Internet et qu'il n'y a pas d'espace-temps, je vous souhaite ici ou ailleurs une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit et vous retrouve au prochain épisode pour une séance de ménage intellectuel. Paix sur vous!